Place à l'interview. My Cult and Geek. L'interview, Nicolas, tu représentes le festival Echo et Merveille. Tu nous as dit juste avant de débuter, tu en étais le créateur, le directeur artistique, des programmes et de la com. C'est ça. Ça fait beaucoup de choses pour un homme. Oui, mais on est 4 organisateurs en général, mais moi c'est les missions que j'ai, qui sont venues naturellement. Et voilà, le festival est né en 2016. C'était une soirée parmi un autre festival qui s'appelait Rock My Geek en fait. Il y avait une soirée médiévale fantastique le samedi et elle a cartonné au Bascala. Du coup on a continué. Dès l'année d'après on a créé Échos et Merveilles. D'abord des soirs de concert uniquement, ce qu'on sait faire. Et puis depuis l'année dernière un parc devant la salle de concert qui était là déjà pour 5 hectares d'activités gratuites en journée. Et donc voilà, là on développe vraiment ça à fond. Pour la nouvelle édition le mois prochain. Alors Echo et Merveille, on imagine quelqu'un qui vient tout juste de voir le nom Echo et Merveille. Bon déjà ça fait rêver rien que ce nom, mais qu'est-ce qu'il peut y retrouver? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors déjà c'est 3 soirs de concert dans une grande salle de concert, le Bascala, qui est pas assez connu à Toulouse, qui est quand même plus grand que le Bikini et en plus pour le coup le temps du festival mieux équipé en son et lumière. Donc de très bons concerts, donc 3 soirs de concert donc payants et donc 3 jours d'activité dehors gratuit en journée, donc avec un village médiéval d'artisans, 150 artisans qui viennent de toute la France, avec un salon du livre cette année en plein milieu du parc avec 80 auteurs, illustrateurs, youtubeurs, histoire, etc. Avec des concerts gratuits dehors, des animations. Donc c'est un lieu où on peut se balader en journée, en famille, en amis, entre amis, se régaler, découvrir plein de choses, faire plein d'activités et le soir assister à des concerts dans une grande salle. Alors justement on va y revenir un petit peu juste après sur les concerts. Le village, tu as dit, il date de l'année dernière. C'est l'année dernière, vous l'avez fait pour la première fois. On est à quel numéro d'édition là du coup, c'est la 4. 4e, donc 4 ans. Alors, il y a 4 ans, à quel moment vous vous êtes dit on veut le faire au Bascala? Est-ce que c'était déjà au Bascala à la base? Oui. En fait, la soirée médiévale fantastique, dans le cadre de Rock My Geek, était au Bascala. Je ne sais plus pourquoi. On cherchait une salle pour le samedi. On est tombé sur celle-là. Parce qu'on avait fait le jeudi au Bikini, pour une soirée un peu justement geek, etc. Présentée par Marcus et Link the Sun. Puis on avait les Starry Sky, on avait nos concerts avec le Nicolette Orchestra aussi. Et puis pour le vendredi, c'était au bar Meltdown, un petit en mode buff, etc. avec Ayane qui était là aussi. Et le samedi, c'était Medieval Fantastic, les copains d'une bande, etc. Donc, et on avait trouvé cette salle qui était assez grande, qui était bien, donc on a testé. C'est la première fois qu'on l'avait. Et depuis, on s'en est pas séparés. Alors le village juste devant le Bascala, avec les boutiques, avec des animations, des concerts gratuits, etc. C'est comme ça que vous l'aviez imaginé, ou c'est au fur et à mesure vous avez dit ce serait sympa de rajouter ça? En fait, quand on a pris la salle en 2016, on savait même pas qu'il y avait un parc autour. Et d'ailleurs, je crois que quand on a fait les concerts, je crois qu'en sortant, on a vu, je crois que c'est en 2017 qu'on a vu, c'est même pas en 2016. En 2017, quand on a refait 2 soirs de concert avec Cécile Corbel, etc., c'était en janvier aussi. Et là, on s'est rendu compte qu'en sortant le soir, mais il y a un parc devant, là. Mais vraiment devant, c'est collé, c'est dans le. Et on a dit, bon, mais pour l'année prochaine, on va essayer de faire ça mieux. Et du coup, on a eu l'idée de passer en avril, plutôt au printemps, pour utiliser le parc, les 5 hectares du parc. Et on avait donc testé ça l'année dernière avec un village, il y avait 70 artisans, etc. Quelques animations, quelques concerts. Puis là, on développe vraiment le truc, quoi. Alors on va revenir sur la programmation, puisque en plus du village il y a des animations. On va parler de Trollball aussi avec Yacine qui sera présent du coup au Festival Echo et Merveille. Juste avant, on va s'attarder très légèrement sur la programmation en musique avec cette petite compilation medley de tous les groupes qui vont passer le vendredi et le samedi soir. Ça, je vais écouter.
chauffé leur engin, les gobelins l'ont fait exploser. Un cuirassé, ça flotte moins bien avec une brèche sur le côté. Et puis j'ai eu la bonne idée de leur balancer un coup de canon. Mais l'engin était mal réglé, on a percé le fond du galion. Et on s'est retrouvé au bouillon. Un petit medley de 11 groupes qui vont passer au Bascala entre le vendredi et le dimanche. On va rapidement quand même tous les citer. Alors ce sera pas dans l'ordre parce que je ne me souviens plus dans quel ordre j'ai fait le montage. Moi je peux le faire dans l'ordre si tu veux. Ah bah vas-y, dans l'ordre. Vendredi, soirée celtique, ouverture avec Merwen qui est un groupe qui n'est pas celtique pour le coup mais qui fait un lien avec le dimanche et la culture nordique. Et puis soirée celtique avec donc Libertalia, avec les Doolin en tête d'affiche et Blues Brothers, ça c'est vendredi. Samedi soir, soirée des Troubadours avec Magoyonde, le rock zombie un peu inspiré, c'est un peu comme le Naël Band mais version zombie un peu plus rock. D'ailleurs c'est le même chanteur actuellement, Julien chante dans les deux groupes. Naël Band avec John Lang, c'est important à préciser, c'est pas dans tous les festivals. Et ensuite Prima Nocta, des Belges qui viennent foutre le feu là, au niveau pagan folk, et Cellar Darling, donc avec l'ex-chanteuse de Eluveiti qui sera là. Et le dimanche, qui est complet déjà depuis 2 mois, ce qui est assez fou. Oui, c'est parti très vite les places. Non, le dimanche, même le Bascala n'a jamais fait autant de monde dans le Bascala en fait. Ils ont peur parce que 1800 personnes remplies. Et donc avec Moon and the Night Spirit, les Hongrois. Nous, donc notre petit groupe Nicolait Orchestra sur le concert Ster du Milieu et Westeros. Et Vardruna, la tête d'affiche du festival, donc les Norvégiens qui ont fait une partie de la BO de la série Vikings. Bah rien que ça, 11 groupes et franchement toutes les musiques sont excellentes. Je vais checker du coup toute leur page YouTube, leur chaîne YouTube, et c'est vraiment de la très très bonne musique. Et on retrouve pas ça dans les festivals, on dit un festival au pluriel. Festoche, voilà. Classique on va dire. Par exemple on va retrouver ça au Hellfest ou au Garo Rock. T'as un peu de ça qui peut être au Hellfest, dans une dans beaucoup d'autres choses. En fait, la seule programmation qui ressemble un peu, c'est Trolls et Légendes. D'ailleurs, le seul festival référence, c'est en Belgique, Trolls et Légendes. T'as du pagan folk, t'as de la musique de film, t'as du celtique, t'as des influences nordiques. Donc, dans tous les cas, t'as le traditionnel qui est là. T'as des instruments aussi vraiment authentiques, t'as une histoire dans ce que racontent les musiciens, parce que Libertalia ils sont toulousains mais ils nous emmènent dans leur Tortuga des voyages de pirates, etc. Donc ça raconte des histoires, il y a même une histoire de la musique qui se lie par ça, et en même temps c'est très festif. La plupart des groupes sont hyper festifs. Le vendredi et samedi c'est très très festif, on vient, on s'éclate, on prend une bière et on va pouvoir danser, on va pouvoir parce qu'on n'a pas dit mais il y a aussi un groupe qui s'appelle Braise en Oc, on l'a pas stipulé, qui va venir le vendredi. C'est un bagad, c'est 14 cornemuses, les mecs vont se balader entre les concerts du vendredi dans la salle. D'accord. Voilà, donc on l'a même pas annoncé nulle part encore ça, et du coup c'est vraiment, voilà, on essaie de mettre une ambiance celtique, se retrouver un peu en Bretagne le vendredi soir. Le samedi, alors là c'est Naël Band, c'est Troubadour, c'est machin, et une tête d'affiche, c'est Cellar Darling, on va essayer un petit peu ça aussi, sachant qu'après les concerts il y a aussi la taverne. Et en fait ça finit à 4h du matin en fait. D'accord. Et les gens et les musiciens des concerts sont invités, ils le font souvent, de venir faire des bœufs à la taverne génial, avec les gens qui peuvent amener aussi leurs instruments traditionnels. Donc ça finit dans des états très, très sobres, hein, mais attention Yacine, je te vois là, je le troll-ball et attention, on va se calmer. Hein. Avec la réputation qu'on a, j'imagine que... Voilà. Non, il y a des restrictions déjà sur les troll-ballers. je vais juste poser une dernière question, après je laisserai l'équipe poser ces questions. Est-ce que tu sais d'où viennent les gens? Est-ce que ça vient de très loin pour venir, ou est-ce que ça reste dans la région? Ce qui est drôle, c'est que pour les concerts du soir, en tout cas, le seul truc qu'on peut tracer, parce que c'est payant, donc on a une billetterie, donc on voit d'où viennent les gens, en tout cas les codes postaux qui le remplissent. On s'est amusé à faire ça en janvier pour cette année, pour l'année qui est arrivée. Donc avant que ce soit complet, même le dimanche soir, on l'a pas refait depuis. On voit que effectivement, ça vient de partout en France. Ça vient d'Écosse, ça vient d'Espagne, ça vient d'Allemagne, d'Italie cette année. Alors je pense que c'est l'effet Vardruna clairement, parce que ce groupe joue rarement. Et, ils font que 2 dates en France cette année, c'est nous et l'Olympia à la fin de l'année. Donc du coup, ils font pas le Hellfest d'ailleurs cette année en tout cas.
Et du coup, oui, il y a un effet, une grosse tête d'affiche qui amène du monde qui vient d'un peu partout. Déjà, on avait vu l'année dernière quand même toute l'Occitanie était représentée et un peu plus. Mais là, vraiment, les gens viennent de partout en France. Est-ce que vous avez reçu Fun aussi? Fun l'année dernière, ouais. Que depuis d'ailleurs sont devenus des amis. On les a produits la semaine dernière à Paris, à l'Élysée-Montmartre. Et on va les reproduire bientôt à Strasbourg. Et c'est vrai que... Et Fun, oui, non, ça avait bien marché aussi, mais là, Vardrona, il y a un effet encore plus gros, parce que c'est aussi à la mode en ce moment, côté Viking, etc., ce groupe-là en particulier. Voilà. Eh bien, je vais laisser maintenant l'équipe. Qui prend la main? G-Wall, tu as levé la main, tu es le plus rapide. Ta question. Alors, ma question. Je voulais savoir, à qui est destiné le festival? Est-ce que les enfants peuvent venir? Est-ce qu'il y a des activités pour eux? En fait, c'est vraiment un festival très grand public. Et c'est pas juste un slogan, c'est que vraiment, on s'est rendu compte l'année dernière, autant dehors que dedans, mais on peut séparer un peu les deux. Les concerts, évidemment, il faut aimer voir des concerts, il faut aimer ça, mais c'est vrai qu'il y a tous les âges. D'accord. Déjà, je pense que ça vient de l'identité des projets qu'on monte. C'est vrai que le Nicolite Orchestra, déjà à la base, ça va de 10 à 50 ans, alors beaucoup à partir de 15 ans, mais il y a quand même toujours des enfants, on vient en famille, et c'est vrai que du coup dans le message musical qu'on transmet c'était ça, et le festival a été monté sur le même ADN. C'est pour ça qu'on tient absolument à pas cloisonner. D'ailleurs, c'est pas une médiévale, par exemple, c'est pas une fête médiévale. Il y a un parti artisanat médiéval, on peut retrouver une fête médiévale à l'intérieur, mais c'est pas ça. C'est vraiment les cultures de l'imaginaire dans leur ensemble. Il y a un salon du livre, donc il y a des youtubeurs aussi, il y a beaucoup de choses. Et donc vraiment, c'est très familial. Et d'ailleurs, le vendredi, c'est la journée des enfants et celtique. Ce qui fait qu'on attend des quarts entiers cette année de CLAE, de extrascolaire, de centre aéré, d'Irlandais aussi. J'ai du mal à le dire. Et d'Irlandais aussi. Il y en a plein à Toulouse. Des Anglais, des Irlandais, et qui viendraient, et on va faire des animations pour eux. Il y a d'ailleurs, par exemple, dans le village des légendes, dehors, on l'a pas annoncé encore, il y a un théâtre steampunk pour enfants. Il va y avoir une pièce sous chapiteau, par exemple, ça, mais aussi des concerts sont pour les enfants. Il y aura plein d'animations, de tir à l'arc, on peut s'éclater, quoi. Mais du coup, je suis un peu curieuse. Est-ce que c'est parce que justement ces cultures, on va dire, de l'imaginaire, etc., vous plaisent, vous en particulier, que par exemple, vous êtes parti un peu sur ce genre de concert déjà à la base, comme vous avez dit tout à l'heure, ou est-ce que c'est juste, on va dire, un coup du hasard en fait, que vous soyez retrouvé dans ce milieu? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard. C'est vraiment des parcours. Moi, ça fait 20 ans que je fais du piano dans mon coin et en mode à vouloir être compositeur de musique, de films, de jeux vidéo et de films d'animation, sans savoir que ça existait vraiment. Parce qu'il y a 20 ans, on écoutait la musique de Final Fantasy, on savait que c'était Nobuo Uematsu, mais il n'y avait pas encore d'article du Monde qui en parlait, comme aujourd'hui. Et du coup, pareil, les films de Miyazaki, pareil, le Club Dorothée, j'ai grandi avec. Puis il y a des musiques, Ranma 1/2, c'est Kenji Kawai qui compose la musique, c'est un fou. C'est le même qui fait Ghost in the Shell derrière. Donc il y a quand même des très bons compositeurs et les gens ne le savaient pas. Et nous, on a été marqués par moi, mon frère et puis tous les copains par ces cultures-là. Donc quand j'ai commencé à composer, c'était un peu en rapport avec ça, ou d'autres films comme Amélie Poulain, le son de piano. En tant que pianiste, il y a des choses qui marquent aussi. Et puis quand le Nicolite Orchestra est né il y a 7 ans maintenant, presque 8, c'était aussi sur un coup de bol, mais qui n'en était pas vraiment un, de faire une animation au TGS proposée, comme ça, de venez faire un quiz. Et puis le truc a cartonné, et puis on a continué, puis on a grandi, puis un film de Miyazaki qui sort, le dernier Hobbit, maintenant le dernier Tarantino. Donc et ça crée des concerts à chaque fois qui ont du sens avec en se regroupant des musiciens, tous compositeurs, tous passionnés, parce que moi j'ai une violoncelliste qui a la trentaine et qui geek toute la journée sur des jeux vidéo, qui bosse à Milan Presse derrière à faire des montages. En fait c'est des geeks tous, ou la plupart en tout cas, 90% des musiciens, et c'est pour ça que faire un festival, moi ça m'a... j'ai toujours voulu faire un festival. J'ai bossé pour un festival de cinéma il y a 10 ans à Nancy, et l'expérience m'avait plu. Et j'ai toujours voulu faire mon festival quelque part. Alors là, j'ai une équipe, je suis pas seul à le faire, mais faire un truc sur l'identité des cultures de l'imaginaire, en se démarquant totalement de... C'est pas un salon geek, parce que là, il y en a plein qui montent des salons. Oui. Ça, il y en a partout. Mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment mettre la musique au centre d'un processus, ouvrir sur les cultures de l'imaginaire, et puis voilà, développer l'imaginaire des gens. Je donne juste un autre exemple, pour essayer aussi de faire le truc le plus participatif possible. Dans le salon du livre, ils le savent même pas parce qu'on leur a pas encore dit, les auteurs qui viennent, on va leur demander bientôt, on va mettre un piano à queue dans le salon du livre. Alors il y a un piano dans le parc déjà, comme l'année dernière, donc ça c'est accessible à tous. D'ailleurs c'est mon ancien piano, et il est là, je fais confiance. Et piano droit.
Et puis dans le salon du livre, sous le Barnum, il y aura un piano à queue. On va demander aux auteurs, illustrateurs, s'ils font aussi de la musique, s'ils ont envie de s'exprimer là-dessus, et aussi s'ils ont envie de lire des extraits de leurs bouquins. On va faire des lectures avec improvisation musicale derrière, de musique de film par rapport à ce qui est raconté en direct. Voilà, on va faire, et on essaie de faire participer, et s'il y a des spectateurs qui sont compositeurs ou qui sont musiciens aussi, on peut les intégrer dans le truc, et du coup le festival, sans être non plus un festival dont vous êtes le héros, parce qu'il faut quand même contrôler un peu ce qui se passe en général, ça devient ça. Il va y avoir une chasse au trésor géante liée à tous les événements du parc. Je donne aussi un dernier truc, la bande-annonce qui est sortie du festival la semaine dernière, il y a des écritures elfiques cachées sur les lettres qui tournent du festival. Il va y avoir bientôt un concours pour dénicher, traduire en elfique pour gagner des places pour voir Drona le dimanche. Et voilà, on pousse le truc. Voilà. C'est vraiment très très loin. L'identité là, vraiment unique. Voilà, on essaie de mettre vraiment une identité propre à ce festival-là, et à force, ça se met en place, quoi. Yacine. J'ai quasiment plus de questions. Du coup, je veux juste faire un commentaire parce que je trouve c'est incroyable quand même qu'on puisse se rendre compte à quel point justement les geeks entre guillemets ne sont plus les pauvres gosses, on va dire, ou les pauvres ados dans leur garage, tu vois, ou les trucs comme ça. Vraiment, ça devient de plus en plus reconnu, et il y a de plus en plus d'événements qui sont créés et qui plaisent à tout le monde au final, parce qu'il n'y a pas juste des geeks qui vont assister à ce genre de concert. J'avais bien vu l'année dernière justement, et voilà, ça fait super plaisir, je trouve. Il y a un côté grand public. J'ai fait un concert Harry Potter à la Halograin, il y a 2000 personnes, c'est complet parce que sont venus en famille. Mais il y a aussi une question de génération. Moi j'ai 38 ans, je suis tout vieux là, ça y est, je suis près de la retraite. Mais cette génération 35-38 ans, c'est aussi Fabien Fournier avec Noob, c'est les créateurs des TGS, c'est les créateurs de Japan Expo qui ont mon âge. C'est les joueurs du grenier aussi. C'est joueurs du grenier, voilà. Et tous ces gens-là, finalement, ont grandi avec ces cultures dont on parlait il y a 20 ans, les premières vraiment émulsions de jeux vidéo, de trucs. Moi, des nuits passées sur ma Mega Drive, sur Phantasy Star 3, le meilleur RPG du monde, avec un principe de génération, bref. Et je reviendrai pour reparler de ça. Je parle trop déjà, mais tout ça pour dire que c'est une génération qui aujourd'hui est en responsabilité en fait de pouvoir créer des choses, et en plus en lien les uns avec les autres. Voilà. C'est ça, c'est que quand on t'entend, on a l'impression que c'est un rêve d'enfance que tu as réussi à mettre en place, de partager ta passion, de partager que ce soit la passion pour la musique, pour les jeux vidéo. C'est le partage au final qui est au centre d'Echo et Merveille, la découverte de cet univers. Et moi je me dis, c'est vraiment incroyable de pouvoir arriver au bout d'une expérience comme ça et d'avoir monté l'expérience soi-même. Et qu'est-ce que tu dirais par exemple aux gens aujourd'hui qui voudraient se lancer dans une expérience comme ça, de peut-être partager eux aussi leur passion, pas forcément la musique, peut-être le cinéma, le dessin, etc. Comment est-ce que tu leur conseillerais de foncer, et par quoi commencer pour monter quelque chose comme ça? Moi je dis toujours qu'il faut, alors surtout aujourd'hui, parce que c'est quand même bizarrement, il y a beaucoup de choses qui sont déjà bouchées en fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance sur YouTube, il y a déjà beaucoup de monde, et il y a eu beaucoup ça devient compliqué, c'est les networks qui ont pris le pouvoir, et si t'es pas signé chez Webedia ou je sais pas quoi, bon c'est compliqué. Mais du coup, il y en a qui arrivent quand même à faire des nouvelles chaînes qui marchent. Et pour ça, ils amènent un concept nouveau, quelque chose de... Moi j'ai un concept pour YouTube, on en parlera qui n'a jamais été fait. Mais c'est vrai qu'il y a il faut amener je pense un concept. Voilà, sur le Nicolette Orchestra, pourquoi ça marche aussi, c'est parce que c'est pas juste des reprises, c'est vraiment la réinterprétation, c'est 8 mois de boulot pour sortir un concert et pas avoir de partition, mais par contre on est les seuls à faire ça. Il y a personne, être seul sur un créneau musical, je peux vous dire que c'est un luxe, et encore au bout de 7 ans, personne ne fait ce qu'on fait. Il y a des grands orchestres qui reprennent dans les palais des congrès, les trucs, et finalement, après il y a des petits groupes qui reprennent des génériques en français, machin, mais au final, notre identité, elle a été intacte là-dessus. Donc tant mieux, et puis on va vers la compo aussi. Maintenant, même en France, ce genre de festival, tu l'as dit, en Belgique, il y en a un. En fait, en France, on peut regarder le truc très facilement. T'as Cidre Dragon qui est en Normandie. En fait, c'est un truc gratuit fait par la région, tout le monde subventionné de partout, où tout est gratuit, c'est la ville entière. T'as 80 000 personnes sur un week-end près de la plage, et donc voilà. Mais par contre, niveau concert, ils ont des fois ils font des concerts, mais sur un stade, et voilà. Cette année ils n'en ont pas fait par exemple. Matmata et Mano. Non, ils ont essayé de faire. Ils nous ont contacté l'année dernière pour essayer d'avoir fun. Ils nous ont demandé des conseils. Ils ont 15 ans d'existence, ils nous ont demandé des conseils pour. J'ai pas compris. C'est beau. Et du coup ils n'ont pas fait de concert. Bon, on a essayé de leur répondre, ils n'ont pas répondu derrière. Mais par contre, Troll et Légende en Belgique, mais en France,
Il y a les Geek Ferries, Oui. mais là c'est un truc où tu payes d'entrée 10 ou 15 euros et tu as accès à la cour d'un château, mais Ouais. que la cour, pas le château, c'est dommage. Et tu as effectivement quelques temps que tu as quelques artisans, beaucoup d'activités comme le Trollball, comme le Quidditch, etc. Et quelques youtubeurs qui sont là d'ailleurs, hyper sympas, des y-penser, Bruce et tout ça. Ça ressemble un peu, mais au final, quand tu regardes bien objectivement maintenant ce que les deux festivals, tu te dis qu'en fait, à part l'identité propre qu'ils ont développée de leur côté, ce que tu as dans Geek Ferry, c'est une partie d'Echo et Merveille au final. Donc c'est parce qu'ils ont une scène extérieure aussi avec quelques groupes. Et d'ailleurs c'est le même. C'est Flap, un bon ami qui gère les groupes là-bas, qui fait aussi notre scène extérieure ici, chez nous. Mais Tout est lié. Voilà, en fait, il y a vraiment, ça va vite de trouver des liens avec tout le monde. Mais sinon, non, un festival comme ça, non. Il y a des médiévales, mais c'est vrai. mais pas de celui-là, quoi. Bah écoute Nicolas, on pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures. allons-y, C'est allons-y. très intéressant. Malheureusement, il va falloir à un moment avancer désolé, dans je l'émission. Non, mais c'est très intéressant. C'était super Il va intéressant. falloir te réinviter du coup. L'année prochaine, tu prends note. J'habite pas loin. L'émission prochaine, tu reviens. Allez, donc le festival Echo et Merveille, ça se tient le 26, 27 et 28 avril au site du Bascala, donc c'est à Bruguière, au nord de Toulouse. Ouais. Le festival Echo et Merveille, on peut retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site echoetmerveille.fr. Est-ce que j'ai tout juste? Mais c'est parfait. Rendez-vous là-bas. Voilà, 26, 27 et 28 avril. Et un conseil, prenez vite les places. Ça part très vite. En décembre, on me disait qu'il y avait déjà plus de place pour le concert de Noël Band, par exemple. Alors, Nalband, il reste quelques places. Par contre, c'est le dimanche soir qui est complet. Hein. Dimanche soir avec Vardrona, les Vikings. Et c'était début décembre. C'est ça. Ouais, ça avance pas mal. Voilà, donc par contre, ça la part journée très vite. dans le parc, tout est gratuit et ouvert à tous. Et on peut accueillir tout le monde, évidemment.